Samedi 13h, merci de nous suivre. Bonjour à tous. Du 1er au 7 août, le monde va célébrer cette semaine l'allaitement maternel. En troisième région, c'est hier vendredi que le coup d'envoi des activités consacrées à la dite semaine a été donné. Une cérémonie suivie par notre correspondant Sekou Konati. Pour marquer le démarrage des activités de cette semaine dédiées à l'allaitement maternel, les autorités sanitaires de la région de Sikasso, appuyées par l'ONG Save the Children, ont voulu un plaidoyer. Plaidoyer au cours duquel des acquis ont été révélés, mais aussi les insuffisances et les avantages en matière d'alimentation du nouveau-né et des nourrissons. Le lait maternel est l'aliment le plus adapté à l'enfant que tout autre aliment. Que l'organisme de l'enfant accepte cet aliment que tout autre enfant et que cet aliment aussi n'a aucun coût et que cet aliment n'a que des avantages pour l'enfant, pour la mère et même pour la famille. Des avantages et acquis qui motivent l'accompagnement de l'ONG Save the Children. Pour nous, il faut vraiment encourager cela en tant qu'organisation, mais surtout que nous sommes aussi des parents et il nous faut être à côté des mamans, à côté de tous ceux qui s'engagent pour cette semaine pour que cela soit vraiment un acquis pour tout le monde. Des motivations qui justifient la présence de nombreuses mères avec des nouveau-nés ou des nourrissons. Et le message des autorités régionales est assez fort. C'est ensemble que nous devons enjamber les 10 pas de l'allaitement maternel pour mériter de l'amitié des bébés. Unissons donc nos forces et donnons-nous la main afin de relever tous les défis liés au triomphe de l'allaitement maternel exclusif dans notre pays. Conférences, causeries dans les centres de santé seront des activités qui vont meubler la semaine de l'allaitement maternel en troisième région. Beau bébé. Renforcement de l'unité nationale et respect des libertés individuelles, voilà entre autres principaux sujets évoqués entre le président Djonkouda Traoré et la délégation du Front pour le Mali et la République, celle des syndicats de justice et associations des droits de l'homme, ainsi qu'une délégation de la société civile et des Maliens de l'extérieur. Ces rencontres entrent dans le cadre de la formation des nouveaux gouvernements. Bourama Traoré nous en dit plus. Vendredi 3 août 2012, une autre journée bien chargée pour le président de la République par intérim. Il était 10h53 quand une délégation du Front pour le Mali et la République arrivait à la résidence présidentielle. 11 minutes après, le président Djonkouda Traoré rejoint la dite délégation. Les échanges vont durer 50 bonnes minutes, au terme desquels un message d'unité du Front pour le Mali et la République. Le FMR pense et estime qu'il faut plus de cohésion sociale, plus de confiance en nos institutions pour aller vers l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est l'unité nationale, qui est la condition sine qua non pour la paix sociale, la stabilité sociale et même pour l'élément fondamental qui est la reconquête des régions du Nord. Une autre délégation reçue par le président Traoré, c'est celle des syndicats de justice et associations des droits de l'homme. Une entrevue de 2 heures environ, au centre de laquelle les violations des libertés individuelles et des droits de l'homme au Mali. Une problématique sur laquelle les différentes corporations ont attiré l'attention du chef de l'État. Quelle que soit l'architecture qu'on va penser ou imaginer, il est important que cette architecture repose sur un socle. Et ce socle ne peut être que l'état de droit. Et il est important que les droits soient respectés, que les libertés publiques et individuelles soient respectées. Dernière délégation reçue ce vendredi par le président de la République par intérim, c'est celle de la société civile et des Maliens de l'extérieur. Cette délégation s'est entretenue avec le chef de l'État sur ces différentes propositions auxquelles elle se dit favorable. Nous avons adhéré à toutes les propositions qui ont été faites et je pense que tout le monde, sans exclusive, nous avons tous approuvé. Bien sûr, nous avons quelques petites inquiétudes, par exemple les validations, à quel moment il nous a donné apaisement. Et je pense que nous sommes sortis vraiment très satisfaits de cet entretien avec le président de la République. C'est ce samedi que prendront fin les consultations du président de la République par intérim en vue de la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale.
Et en Égypte, le nouveau gouvernement s'est déjà composé. Ils sont 35 ministres choisis selon leurs compétences et les objectifs de la révolution selon le Premier ministre. Cependant, d'après les observateurs, ce gouvernement reflète le bras de fer entre l'armée et les islamistes, une armée qui garde en tout cas les rênes du pouvoir. Le général Tantawi, l'un des piliers du régime Moubarak, garde le ministère de la Défense. Casse-tête de taille pour le nouveau Premier ministre égyptien Hicham Kandil. Promis, il allait composer un gouvernement pour réaliser les objectifs de la révolution. Paix, liberté et justice sociale. Promis aussi, les 35 ministres auront été choisis sur leurs seules compétences. Nous sommes le gouvernement du peuple. Nous ne représentons aucun courant politique particulier, c'est le cabinet du peuple. Dans mes choix et dans toute ma vie, même au niveau personnel, je ne regarde ni l'identité, ni la nationalité, ni la religion ou le niveau social. Je choisis des gens pour leurs compétences. Au final, le gouvernement reflète surtout le bras de fer entre les islamistes et l'armée. Les proches du président Morsi raflent plusieurs portefeuilles importants. Des membres du cabinet sortant dirigés par les militaires sauvent eux leur tête. Bien sûr, nous avons pu commettre des erreurs, mais nous nous sommes donné beaucoup de peine pour arriver à la composition de ces ministères. Concernant le ministère de la Défense, le maréchal Tantawi est maintenu. Le maréchal Tantawi, pilier du régime Moubarak pendant 20 ans, conserve donc son poste. Mauvaise nouvelle pour les tenants de la révolution qui espéraient un civil. De fait, l'armée garde une large part du pouvoir, elle qui tient déjà les rênes législatives après avoir dissous le Parlement. Un tour au Burkina Faso, exactement au camp d'Amba, où des milliers de réfugiés maliens sont installés. Ils ont reçu la visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, accompagné par la sous-secrétaire d'État américaine chargée des réfugiés. 153 millions de dollars sont nécessaires pour venir en aide à ces populations déplacées, dont le nombre est estimé aujourd'hui à 250 000 à travers le Sahel. Le camp de Damba est situé non loin de la frontière malienne. Il accueille des milliers de personnes qui ont trouvé refuge au Burkina, en fuyant la terreur des combattants islamistes dans le nord du Mali. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, leur a rendu visite, en compagnie d'Anne Richard, la sous-secrétaire d'État américaine chargée des réfugiés. La chose la plus importante à mes yeux, c'est qu'il y a aujourd'hui 250 000 réfugiés maliens. Ceux-ci ont beaucoup souffert et ont connu la privation. Ils ont traversé des États très pauvres qui font face à des problèmes alimentaires dramatiques tels que le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso. 250 000 réfugiés éparpillés dans les pays du Sahel et qui vivent dans la précarité, malgré la générosité des pays d'accueil. Aujourd'hui, le HCR a d'énormes difficultés à couvrir leurs besoins. L'agence onusienne a lancé un appel de fonds de 153 millions de dollars et n'a reçu que 50 millions, seulement le tiers des fonds demandés. Nous savons que même un peu d'aide peut réconforter les gens qui en ont besoin. J'espère pouvoir sensibiliser les donateurs pour qu'ils s'engagent davantage. Je suis très heureux d'avoir le soutien de la sous-secrétaire d'État américaine. J'appelle la communauté internationale à s'intéresser aux réfugiés maliens, comme l'ont fait les gouvernements du Burkina, du Niger et de la Mauritanie. Antonio Guterres appelle à l'aide en faveur des Maliens déracinés. Il demande aussi un soutien aux pays sahéliens qui les accueillent avec générosité. Pour lui, la crise des réfugiés maliens est aujourd'hui l'une des urgences humanitaires les plus négligées au monde. Et toujours sur le continent, à Kampala, des centaines de chercheurs sont réunis pour échanger leurs données sur le syndrome du hochement de tête, une maladie qui touche des enfants. Elle est présente en Ouganda, en Tanzanie et une partie du Soudan du Sud. Mais d'abord, suivant cette visite éclair à Djouba de la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton prône le dialogue par rapport à la question du pétrole entre les deux pays.
Visite éclair de la secrétaire d'État américaine à Juba. Hillary Clinton, en provenance d'Ouganda, est restée à peine 3 heures dans la capitale du Soudan du Sud, dont elle a exhorté les dirigeants à accepter des compromis sur la délicate question du pétrole. Elle les a appelés à conclure un accord provisoire avec le Soudan afin de permettre une reprise de la production sud-soudanaise à l'arrêt depuis janvier. Hillary Clinton est ensuite retournée à Kampala où elle a rencontré le président ougandais Yoweri Museveni. Une centaine de chercheurs se sont réunis mercredi à Kampala pour partager leurs connaissances sur une mystérieuse maladie qui sévit dans la région. Le syndrome, dit du hochement de tête, est présent en Ouganda, en Tanzanie et au Soudan du Sud, et dans certaines régions comme le nord de l'Ouganda, il prend l'allure d'une épidémie. La maladie frappe essentiellement les enfants de moins de 15 ans. Elle se caractérise par des convulsions et une difficulté à relever la tête. Ces causes sont inconnues et il n'y a pas de traitement. La réunion de Kampala a pour l'instant permis aux chercheurs de se mettre d'accord sur une terminologie. Et du sport dans ce journal avec ce derby demain, Stade malien de Bamako, Djoliba AC. Une confrontation rentrant dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Notez que c'est une première pour le football malien. En tout cas, le Stade malien qui a tout perdu sur le plan national compte bien reconquérir le trophée qu'il a remporté en 2009. Siragatou Sissé a fait un tour à Sotiba. Il nous dit que les Blancs sont conscients de l'enjeu de cette première journée. Il était une fois un 5 décembre 2009, le Stade malien de Bamako rayonnait sur l'Afrique. Revoilà le stade en phase de poule de la Coupe de la Confédération. En ligne de mire, la passe de 2. Le rêve est permis. Le ton sera donné ce dimanche face au Djoliba AC, un rival, une vieille connaissance. Pour cette bataille, le Stade malien de Bamako sera privé du gardien et capitaine Soumbaïla Diakité et du défenseur Bakary Dembélé, tous suspendus. Ce duel fratricide vaut son pesant d'or. Nous, on prépare tous les matchs de la même manière. On est allé sur la volonté et le collectif de l'équipe. Un match de compétition africaine est toujours spécial, que ce soit contre Djoliba ou une autre équipe. Pour moi, c'est la même chose. L'état d'esprit, on est tous ensemble. On est confiant, et sinon je dirais très confiant même. Le Djoliba Stade, ça a été toujours un match difficile, mais c'est tous les matchs, c'est tous les 6 matchs dans la poule. Vraiment, le groupe est là, le moral est bon, on est tous concernés, on est concentrés, on travaille bien, on est déjà à l'internat, on prépare les matchs comme il faut, on va tout faire pour gagner ces matchs. L'équipe est en jambes, alternant les compétitions nationales et africaines avec son lot de tristesse et de joie. C'est donc en terrain connu que le Stade malien se lancera dans le bain de la phase de poule. C'est un match historique pour le public malien. C'est la première fois que les deux équipes se retrouvent dans cette phase. Donc nous, on l'aborde avec beaucoup de sérieux et on veut aussi rentrer dans l'histoire. À la direction du club, toutes les dispositions ont été prises pour bien négocier ce passage. C'est un derby malien qui se trouve au niveau continental. Nous sommes sereins, nous travaillons dans la quiétude, nous travaillons dans le sérieux qui nous a toujours prévalu. J'ai foi en l'ensemble des supporters maliens, je sais que ça va très bien se passer. Ça va être une très belle fête avec à la clé une victoire du Stade. Le 12e homme est là pour apporter son soutien sans faille. Le dimanche, comme tous les autres jours, comme tous les autres événements, nous allons jouer. Et le stade est tranquille, c'est une force tranquille. Et nous verrons, le stade va gagner, je le jure. Et comme le Stade malien, le Djoliba AC joue également sa deuxième phase de poule de la Coupe de la Confédération. Sacré champion du Mali il y a quelques jours et qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Mali, le Djoliba entend ajouter le trophée de la Coupe de la Confédération pour finir l'année 2012 en beauté. Le défi est énorme, mais les Rouges gardent espoir en mettant tous les atouts de leur côté pour réussir ce pari. Al-Jumatina est allé à Eremakono pour prendre le pouls des entraînements et des supporters. La fièvre monte au site d'entraînement du Djoliba Athletic Club en prélude à la première journée des rencontres des poules de la Coupe de la Confédération. À Heremakono, l'actualité du club est désormais focalisée sur le chic continental.
surtout une toute autre motivation. On rencontre un club malien qu'on connaît. Le match de championnat qu'on a eu à faire sont très différents de la Coupe africaine. Comme le sort a décidé que les deux clubs phares du football malien se croisent au devant de la scène africaine, il n'y a pas lieu de minimiser le moindre détail. La Coupe CAF est quand même un des objectifs majeurs pour le club. Les matchs du Djoliba Stars sont toujours juste de petits détails. Ça nous doit être prêts, d'être vraiment très vigilants, de tirer le maximum de nos forces. C'est deux équipes d'un même pays qui sont les plus dotées, que ce soit au nombre de titres ou de Coupe du Mali. Donc ça va être, comme je l'ai dit tantôt, un combat d'éléphants. Nous y croyons, nous allons nous battre pour réussir, comme on dit, ce triplé historique. Suivre avec leur compte d'effet amorcé depuis le début de la saison, c'est le sentiment qui anime les Rouges de Bamako. C'est un match de Coupe d'Afrique, donc on le prépare dans la plus grande sérénité. Puis on essaie d'être solidaire. La préparation se passe très bien. Avec l'entraîneur, on est en train de travailler avec des amis. Bon, on va essayer de donner vraiment le maximum pour le match de dimanche pour qu'on vraiment puisse faire quelque chose. Autant c'est un grand honneur de voir le Stade malien et le Djoliba parmi le cercle restreint des équipes du continent, autant leur opposition de ce dimanche doit combler les attentes de l'image du football malien. La qualification de ces deux équipes honore notre pays. Je leur dirais de penser au Mali, de penser à la situation actuelle de notre pays. Et en pensant à cette situation, nous serons obligés d'être sages. Pour leur seconde qualification pour la phase des poules de la Coupe CAF, Sadis et Djolibis seront en compagnie du Wydad du Maroc et d'Assé Léopard de Dolisie du Congo-Brazzaville. A noter qu'Alou Bagayogo du Djoliba AC sera absent ce dimanche pour cause de suspension. Voilà, nous souhaitons bonne chance aux deux équipes, que le meilleur représente le Mali. Le match, c'est demain au stade du 26 mars à partir de 16h30. Et surtout, le fair play est demandé à tous les supporters. Et restons dans le domaine sportif pour aborder Ramadan oblige, le rapport sport et jeunes. Et tenez-vous bien, d'après les informations de ce dossier, on peut être à jeûne tout en pratiquant des activités sportives, mais pas trop intenses. Je ne vous en dis pas plus. Suivons Boubacar Sissoko et Adama Diakité qui nous donnent plus de détails. Le sport est facteur d'intégration sociale. La pratique sportive a beaucoup de vertus. Ces vertus participent au maintien de la santé et au développement intégral du corps humain. Quant au jeûne, il est un devoir religieux. Son observance est une obligation pour tout bon musulman en bonne santé. C'est pourquoi on dit sport et jeûne riment parfaitement ensemble. Le sport est une activité de dégraissage qui apporte ce qu'on appelle un élément complémentaire sur le plan de la santé. Le jeûne aussi, c'est que les érudits ont l'habitude de nous dire en bamanankan koga farikolo tchakabo. Bon, cela veut dire tout simplement c'est éliminer les déchets au niveau du corps. Le sport est un élément également qui contribue à cela. Donc, dire que ça ne rime pas avec le sport, ça veut dire que c'est des activités rudes. Il s'agit tout simplement d'une pratique modérée parce qu'un sportif a besoin de son corps, a besoin d'épuiser en profondeur par rapport aux éléments nutritifs en réserve. Le jeune également utilise ces réserves-là sur le plan corporel. Donc, en un mot, c'est deux éléments qui se concurrencent, parce qu'il faut le dire de façon très nette. Mais en fait, quand on est jeune, quelque part, ça ne joue pas beaucoup sur ce qu'on appelle la performance. Étant jeune, bon, ça n'a pas été du tout facile. Bon, comme à vrai dire, on a essayé de maintenir le match et puis ça n'a pas été facile. Avec le jeune, bon, on a essayé de s'adapter jusqu'à ce qu'on gagne le match. À cet effet, qu'en pense l'islam? Islamia yere amma ban farkulu nyana jema. Kada ka ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kuma dola ayajira anna ka fu mu'minu islamé mi na ya soro ayako yalindu o kapsa ni islamé la fulé. O ye kelen filana ciba yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a y'a jira an na ko an ka an denw an k'u kalan nɔɔnikɛ la an k'u kalan bi maana flash fili la n'o ye kalabon ye an k'u kalan o la. Balontan ye fɛn min alisilamɛya la silamɛya tɛ ban ma a kɛcogo ɲuman na mɛ k'a fɔ ka sun bila a ye o tɛ bɛn silamɛya la cogo si de la wa n'i y'i tugu ka sun bila a ye fana
Ikado kafo I alasoso. Ami sun bla balontan koson. Si la pratique sportive permet à l'homme de maintenir son corps en bonne santé, le jeûne purifie le corps et l'esprit. En effet, l'activité sportive doit être dosée pendant le mois de carême. Par contre, le sport intensif pourrait présenter des dangers à certains pratiquants. On a dit à nos joueuses d'éviter de jeûner parce que le match c'est à partir de 16h. Si tu es en juin, à partir de 16h, tu es affaibli. Donc ça serait très très difficile de jouer les 90 minutes de jeu. Donc pratiquement c'est ma gardienne de but, elle seule elle est en jeu. Jeûner en sport, ça peut aller, les deux peuvent aller de pair. Donc ça dépend d'abord de l'organisme d'abord, de la personne proprement dite. Et ensuite, ça dépend de la charge de l'entraînement ou du match que vous avez à jouer. Au moment de l'activité sportive, le corps perd assez d'eau. Afin d'éviter la déshydratation, l'activité physique doit être modérée. Carême, on peut être confronté à un problème de déshydratation, même sans la pratique du sport. Donc, en plus de la pratique du sport, il faut modérer la charge et préciser le moment où on le pratique. Le meilleur moment, c'est de le faire à quelques minutes avant la rupture, pour qu'on termine avec ça. Je viens dans la salle de sport et c'est une bonne pratique parce que non seulement ça nous permet de faire passer le jeûne, mais physiquement, on se sent mieux à la rupture du jeûne et on élimine le surplus de calories qu'on a emmagasiné à l'aube. C'est une très bonne pratique. On perd beaucoup de calories, on perd du poids et on maintient les muscles en forme. Pendant le sport, le sportif se déshydrate. Donc pour cette déshydratation, il n'est pas indiqué. Dans certains sports, les sports d'endurance comme le cyclisme, il n'est peut-être pas indiqué que la performance ne soit émoussée. Mais il y a peu d'études dans le domaine, mais les études qui ont été faites dans le domaine pour ce qui nous concerne, qui est le football, il n'a pas été évident qu'il y ait une différence entre celui qui fait le ramadan, qui joue le football, et celui qui ne fait pas le ramadan. S'agissant du sport de haut niveau, la performance pourrait prendre un coup en observant le jeûne. Ce qui est surtout recommandé, c'est le dosage de la pratique sportive. Quand je jeûne pas, j'ai plus de tonus, j'ai plus de force, j'ai plus d'endurance aussi. Par exemple, là, si je devais faire un mouvement, je ne pourrais pas utiliser 100% de ma force. Je serais peut-être genre à 50-60%. Vu que mon corps n'est pas hydraté, j'ai pas de glucides, rien dans le corps depuis ce matin. Disons qu'on jeûne les jours d'entraînement, mais les jours de compétition, c'est interdit de jeûner. Mais bon, libre à nous de jeûner, mais genre, on n'aura pas le même rendement. Et comme vous savez, le milieu professionnel, ça pardonne pas. Jeûner ou pas, ils veulent juste le rendement dans le terrain. Donc on préfère ne pas jeûner les jours de match. On a perdu, mais ce n'est pas si grave parce que aujourd'hui j'ai mis des jeunes joueurs, des éléments nouveaux qui n'ont même pas joué un match du championnat. Parce que par rapport à le mois de carême, j'ai essayé d'écarter beaucoup de joueurs cadres de l'équipe parce qu'ils n'ont pas laissé le carême. Les spécialistes en santé déconseillent le sport de haut niveau quand on est à jeûne. Par ailleurs, l'organisme humain a des capacités limitées. Comme toute autre personne, l'alimentation du sportif doit être riche en calories pour faire face aux dépenses en énergie que le sport lui impose. Comme disent les préceptes du Saint-Coran, le mois de Ramadan fait office d'école, de patience et de volonté surtout. Du lever au coucher du soleil, on doit s'abstenir de boire et de manger. Il faudrait également dominer ses pulsions. Une période propice pour développer également la résistance et l'endurance, des éléments indispensables pour réaliser de bonnes performances sportives. Voilà, c'est dit, on peut concilier sport et jeûne, mais bon, à pratiquer le sport modérément. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Samedi Loisir, Adama et son équipe au grand complet pour le plaisir des yeux et des oreilles. Aujourd'hui, 20h45, la grande édition, ça sera avec Aoui Touré. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Merci et bonne suite de programme. Bon week-end. Et je vous dis à demain, 13h.